Bonsoir, cher public. Eh bien, pour commencer, je remercie l'équipe du Briscope, Jean-Luc Chambéry, la ville de Brignais, pour la réalisation, et puis les techniciennes, Justine et sa collègue, pour la réalisation donc, de cette conférence un petit peu particulière, conférence filmée. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de questions dans la salle aujourd'hui, j'imagine. Bon. Donc, la première des deux conférences sur le thème de peinture et musique. Alors, qu'est-ce que la musique? Je vous montre ce très joli dessin d'enfant. Pour commencer, qu'est-ce que la musique sinon un ensemble de notes, d'ondes, une variation comme ça, qui sonne dans l'unité, se renforçant les unes les autres, comme les couleurs, qui sont également, vous le savez, des ondes, et qui créent également, par la diffraction de leur unité, une harmonie. Donc, ce qui va être important comme sens dans ce thème de peinture et musique, c'est la notion d'harmonie. Alors, il faut savoir que la représentation de la musique, plus précisément la représentation des concerts, est quelque chose qu'on trouve dès le départ, c'est-à-dire sur les vases grecs qui font partie des plus vieux témoignages d'art pictural de notre Europe. Bon. En introduction à cette conférence, donc, je vous montre une image de concert sur un vase, donc moins 400 à peu près, où on voit ici Orphée avec sa lyre à 7 cordes, et en face de lui, nous avons un satyre, et en fait, dans ces concerts, on a un concours entre, d'une part, la musique, on peut dire, apollinienne, la musique de l'ordre cosmique, représentée par Orphée, et en face, la musique dionysiaque, c'est-à-dire cette musique chaotique, sensuelle, qu'on joue sur les fameuses flûtes de Pan. Vous savez, ces flûtes biseautées faites avec des tuyaux en bambou. Bon. Bien évidemment, toute la mythologie grecque nous raconte la victoire de l'harmonie sur le chaos, et il est donc naturel que toujours Orphée gagne le concours. D'ailleurs, le fameux roi Midas, qui n'a pas su voir que le chaos était supérieur, que l'harmonie, était supérieure au chaos, s'est retrouvé affublé pour son erreur d'une magnifique paire d'oreilles d'âne. Alors, harmonie divine. La musique est donc liée aux ondes supérieures, divines, c'est-à-dire aux anges. Et on remarque que sur les porches de nos cathédrales, et particulièrement sur le porche de la porte du portail de la Vierge, qui est donc particulièrement lié à la pureté du cosmos, on trouve des anges musiciens. Alors, on est au Moyen-Âge, donc on est avant la représentation tridimensionnelle de peinture en tableau carré. Donc on peut voir que la disposition même des éléments sur les fameuses voussures, sur les fameuses voûtes gothiques, évoque quelque chose de l'ordre d'une harmonie cosmique, vous voyez, parce que ces lignes sur lesquelles volent en quelque sorte les anges se juxtaposent eux-mêmes un petit peu comme des ondes. Ça crée une très belle dynamique. Bon. Le monde divin est un monde harmonieux, est un monde supérieur, et la musique, qui d'ailleurs fait partie des arts sacrés, des arts majeurs au Moyen-Âge, la musique est là justement pour nous évoquer cette insaisissable harmonie divine. Alors, quand les anges descendront du portail de nos cathédrales, c'est-à-dire en d'autres termes, quand on inventera le tableau moderne avec les frères Van Eyck, Hubert et Jean ou Jan Van Eyck, eh bien sûr, les premiers tableaux à avoir été réalisés sur bois et à avoir été réalisés par les frères Van Eyck à la peinture à l'huile sont des tableaux qui appartiennent encore au mobilier liturgique. C'est-à-dire ce sont des retables qu'on ouvre et qu'on ferme selon les fêtes catholiques de l'année.
Bon. Ce qu'il y a de tout à fait remarquable, bien sûr, avec le retable de l'agneau mystique, c'est qu'il s'agit de la première grande peinture sur bois réalisée à la peinture à l'huile. Donc, on a cette fabuleuse possibilité de l'huile mêlée à la résine, dans laquelle chaque brin de pigment reste vivant, hein, dans son écrin translucide. On a donc, dis-je, la possibilité de rendre à la perfection toutes les matières. Regardez ces magnifiques tissus flamands, regardez la façon dont ces tuyaux d'orgue de métal brillent, regardez les broderies, regardez les chevelures, regardez le teint des joues, etc. Donc, dans le retable de Jan van Eyck, on a tout de suite des anges musiciens, hein, qui sont là pour montrer, encore une fois, que dans l'élévation mystique, il y a l'accès à une harmonie que l'être humain exprime par la musique. Alors, je vous fais remarquer quelque chose de tout à fait surprenant, c'est que quand on regarde bien, on se rend compte que tous ces anges, bon, sont un peu androgynes, hein, ils sont au-delà de l'animalité terrestre et sont également identiques, c'est-à-dire que le même modèle a servi pour tous, comme si il y avait une espèce de transcendance de l'individu, si vous voulez, hein, par cette présence, cette identité angélique qui est une identité de joie divine, donc de musique. Alors, les anges musiciens vont donc, bien sûr, se retrouver dans toute la peinture sacrée, étant descendus des porches de leur cathédrale. Et il fallait que je vous montre, bien sûr, Fra Angelico, hein, le frère angélique, ce moine dominicain de Florence, du XIVe siècle florentin, fin XIVe, début XVe, qui représente beaucoup de peintures sacrées, hein, c'est un peintre et c'est un moine, donc des assomptions, des assomptions et des couronnements de la Vierge, des jugements derniers, etc., etc. Et quand on s'élève dans les cieux, comme ici dans le couronnement de la Vierge, eh bien on retrouve les anges. Et les anges d'Angelico sont absolument sublimes, hein, de pureté, de tendresse, de joie. Hein, on est vraiment là dans un monde supérieur tout à fait poétique et tout à fait sublime. Hein, et la lumière de cet espace angélique, qui est au fond l'espace de la Jérusalem céleste, qui est notre destin à tous, du moins en tant que croyants catholiques, ceux qui étaient encore une fois frères angéliques, Fra Angelico. Hein. Donc, dans cet espace divin futur, on va dire, déjà là, mais futur, de la Jérusalem céleste, eh bien, il y a la lumière dorée, la lumière de l'or, qui arrive comme une troisième dimension, enfin plutôt comme une quatrième dimension, hein, longueur, hauteur, largeur, profondeur, et cette quatrième dimension qui est la dimension de la dorure, la dimension de l'or. Bon, il faut savoir qu'à l'époque de Fra Angelico, on découvre la science, notamment la science de l'optique, et il y a une question métaphysique absolument fondamentale et en même temps drôle qu'on se pose à l'époque, c'est de savoir est-ce que la lumière est émise par l'œil, comme le pensaient les gens dans l'Antiquité, ou est-ce qu'au contraire, l'œil est un réceptacle pour la lumière du soleil, ce qu'on sait maintenant. Bon. À l'époque, les savants, qui sont en même temps des théologiens, tranchent d'une manière poétiquement et philosophiquement totalement géniale, c'est-à-dire qu'ils disent que l'homme, en tant qu'animal, projette la lumière, de même qu'on projette nos désirs, hein, mais que l'homme, en tant que contemplatif ayant accès à la vie divine, perçoit et reçoit la lumière divine. Et en fait, c'est toute la symbolique de l'or dans la peinture de l'Angelico, comme dans la peinture byzantine d'ailleurs, c'est que l'or inverse, si vous voulez, et avec l'or, au lieu de projeter la lumière à travers notre œil, on perçoit la lumière, c'est-à-dire, si vous voulez, qu'au lieu de voir le monde, nous sommes vus par Dieu. Voilà. Je tenais à vous expliquer un petit peu ce problème théologique qui, je trouve, est absolument fascinant. Bon, on va voir maintenant que, à partir de l'époque de la Renaissance, hein, de l'amour courtois,
Ce rapport à la musique va se complexifier un petit peu dans la mesure où on sort de la grande communauté médiévale, on arrive dans la période moderne, et il se trouve que la période moderne est une période où l'art s'adresse à un public de seigneurs, à un public de gentilshommes, à un public de lettrés, hein, et on a cet engouement formidable pour l'art, la poésie, Ronsard, etc., qui va apparaître à la fin du Moyen-Âge. Et donc, la peinture, y compris le rôle de la musique, va devenir quelque chose d'un petit peu codifié. Bon, tout simplement, je vous montre. On a ici une magnifique page du roman de la Rose, hein, dans lequel on a notre héros, qui est le chevalier à la rose, qui va retrouver sa belle, hein, qui est ici, je pense, qui va donc retrouver sa belle à travers un jardin clos, un jardin fermé, et c'est un petit peu à la fois le jardin qui représente évidemment symboliquement la belle elle-même, bien sûr, hein, mais le jardin, c'est en même temps un petit peu le retour au paradis, l'accès à l'amour, etc. Bon. Donc, dans l'histoire, il est guidé, alors c'est magnifique parce qu'il est guidé par une dame de sagesse qui s'appelle Dame Oiseuse, alors oiseuse dans le sens de l'oisiveté, hein, et c'est tout à fait drôle de voir que dans le roman de la Rose, ce jardin est fermé aux paplardises, c'est-à-dire qu'il est fermé aux savants, hein, il est fermé aux malbouches, il est fermé aux médisants, il est fermé aux paresseux, aux inactifs, mais ceux qui savent trouver la bonne oisiveté, c'est-à-dire cette contemplation naïve, un petit peu, on oublie l'érudition, mais en même temps, on reste actif dans son désir. Ben, vous voyez, c'est un petit peu comme une BD. Il va arriver, notre bon chevalier à la rose, à retrouver sa dame de cœur. Bon, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que l'harmonie de ce jardin, on le voit ici, est représentée, entre autres, par la musique, comme d'habitude, avec le jeu de l'instrument de musique, hein, ce luth, et puis le chant. Voilà. Donc, on a une équivalence, si vous voulez, entre la fécondité des arbres, cette fontaine de jouvence qui est complètement alchimique d'ailleurs, bien évidemment, hein, c'est l'époque, et puis la musique. La musique, donc, comme accès à une forme d'harmonie. Bon. Alors, on peut voir aussi ce tableau, cette enluminure plutôt, comme nous présentant tout simplement une scène réelle. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les gens aimaient se mettre dans des jardins, écouter de la musique, etc. Et un des tableaux les plus célèbres de ces ambiances de concert, hein, on va maintenant parler un petit peu des concerts, de cette ambiance de concert, c'est le fameux concert champêtre de Titien. Alors il est plus que probable que ce tableau a été commencé par Giorgione, qui était le maître de Titien et qui est mort de la peste très, très jeune, et que ce tableau a été terminé par Titien lui-même. Bon, on a une scène de gentilhomme dans un magnifique jardin, hein. On a de la musique, il y a du luth, il y a de la flûte, et puis il y a ici une personne qui est en train de prendre de l'eau, comme pour se rafraîchir. Vous voyez, un côté un petit peu pique-nique champêtre. On a le berger là qui gratte un petit peu son violon aussi. Voilà. Mais en fait, je vous disais que la peinture classique était une peinture, enfin classique et Renaissance, c'était une peinture à clé. Et d'emblée, quand on regarde les détails, on apprend beaucoup de choses. Je vous explique. D'abord, voyez ce jeune homme, comment il est habillé. Il est habillé de soie, hein, de soie colorée, dentelle, chemise en dentelle, bref, c'est un gentilhomme. Quant à celui-là, vous voyez, il est habillé d'une simple veste en peau, hein. Il a une chemise en coton, il a la tête nue, il a une coiffure un petit peu sauvage, donc clairement, il s'agit d'un paysan. Donc d'emblée, on a là une réunion entre deux classes sociales différentes, le riche et le pauvre, l'urbain et le campagnard. Bon, enfin, dernière chose, ces femmes bizarrement nues, hein, étrange, assez étrange. Il ne s'agit pas en fait de quelque chose d'obscène. Il ne s'agit pas, on pourrait imaginer des filles légères en pensant par exemple à Manet ou autre, pas du tout. En fait, ce ne sont pas des personnages réels, ce sont des nymphes dans l'iconographie de l'époque. Donc le propre de la peinture classique, c'est qu'elle peut à la fois nous montrer des choses réelles et des choses qui n'existent pas. Quant au fait de tirer de l'eau, eh ben, il s'agit tout simplement d'un symbole de retour à une pureté,
hein. La pureté de l'eau, la pureté des nymphes, la pureté de la mélodie musicale. Voilà. Alors, je voulais vous raconter une anecdote un peu amusante qui va bien dans le sens de l'harmonie comme une unité totale des choses dans l'esprit de la Renaissance. Bon, vous savez peut-être que notre ami Léonard s'est rendu à Milan en 1499 pour se mettre au service du terrible Ludovico Sforza, surnommé le Mort, El Moro. Bon. Ce qui est très drôle, c'est que Léonard ne se présente pas du tout comme peintre. Il se présente comme ingénieur, étant capable de fabriquer des machines de guerre, patins couffins. Et il se présente aussi comme musicien. Et il amène une harpe qu'il a fait lui-même, qui est un moulage en argent d'une tête de loup, hein, vous voyez là, affublée d'une paire de cornes de chèvre. Donc c'est-à-dire quelque chose d'un peu monstrueux. Hein. Et qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est-à-dire tout simplement que pour un génie comme Léonard, qui était à la fois inventeur de calembours et d'énigmes, écrivain, ingénieur, fondeur, réalisateur de plans de canaux, inventeur de machines, etc., et peintre génial, eh bien, il ne pouvait qu'être également un très bon musicien, un très bon virtuose. Et on raconte qu'en peignant notamment la scène, pour se délasser, il jouait de sa harpe. Bon. Ça, c'est très, très beau. Ça, c'est magnifique, cher public. Ça, c'est splendide. Il s'agit du Caravage. Alors, c'est un petit peu étonnant parce que ça n'est pas le Caravage auquel on est habitué, on va dire. C'est-à-dire que Caravage, c'est le début du baroque, c'est le clair-obscur. Et là, il s'agit d'une œuvre particulièrement tranquille et particulièrement sereine et lumineuse. D'ailleurs, il y a un clair-obscur beaucoup moins violent que dans d'autres œuvres du Caravage. Bon, c'est un concert. Il s'agit de la pause pendant l'exode, pendant l'exil plutôt, hein, en Égypte. Et donc, pendant cette pause, pendant la fuite en Égypte, hein, on voit l'âne sur lequel on voyage, on voit ici Joseph, on voit Marie, regardez comme elle est belle, levée comme ça, autour du petit Jésus, hein, qui a échappé au massacre d'Hérode. Et puis, on a un ange. Encore une fois, le propre de la peinture classique étant de pouvoir mélanger le visible et l'invisible, le naturel et le surnaturel. Hein. Et cet ange, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Spontanément, il joue de la musique. Bon, voilà le goût du Caravage pour les jeunes garçons. Hein. Regardez l'aspect très sensuel, comme toujours dans le Caravage des jeunes garçons. Aux ailes noires, un ange aux ailes noires, ce qui est quand même assez peu fréquent. Hein. Bref, en deux mots, la musique de cet ange qui apparaît nous montre l'harmonie de ce repos. Hein. Regardez les arbres d'automne magnifiques, tout est splendidement décrit, le paysage derrière, l'étang. Hein. Là, on a les rochers, les minéraux splendides, le vin, le bagage, et puis l'âne avec cet œil très amical et très doux. Voilà. L'instant musical comme instant de réalisation divine. Ah, là, on passe complètement à autre chose. On va retourner un petit peu dans le chaos en oubliant cette notion harmonieuse, on pourrait même dire harmonique, du concert. Et on va voir l'enfer musical de Jérôme Bosch. Bon, c'est tout à fait étonnant de voir que Bosch, dans la partie droite de son célèbre triptyque qu'on appelle, c'est pas le vrai titre hein, probablement, mais qu'on appelle le Jardin des Délices, eh ben, il a créé cette invention complètement loufoque, délirante et atroce de l'enfer musical. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers, si vous voulez. C'est-à-dire que les éléments musicaux qui sont faits d'habitude pour créer l'harmonie deviennent ici des instruments de torture. Alors, qu'est-ce à dire? Bon, d'après la tradition chrétienne, on va dire orthodoxe, hein, l'enfer musical est ici. Vous savez que l'interprétation, on va dire exotérique, c'est-à-dire l'interprétation la plus facile, la plus simple, la plus morale, celle qui va passer l'examen de l'Église et de la répression, hein, de la censure,
C'est de dire que là, nous avons la création du monde, là, nous avons assez étrangement l'homme mêlé à l'animal au milieu de ses vices, et puis la cause qui est ici la damnation avec l'enfer, etc. Donc, ça part d'ici. On a la naissance du premier couple, la première cause qui est l'apparition du péché, et puis la seconde cause, la cause seconde, qui est l'enfer. Bon, on a ici probablement un autoportrait de Bosch qui est en train de regarder d'un air mi-amusé, mi-tragique tout ce qui se passe autour de lui, toute cette comédie humaine un peu infernale. Il se trouve que Bosch était en contact avec des mouvements ésotériques, notamment avec les Adamites de Bois-le-Duc, qui était sa ville. Hein. Et il me semble absolument intéressant de penser que c'est une œuvre à clé, une œuvre un peu hermétique, qu'il faut lire de gauche à droite. D'ailleurs, les références à l'alchimie sont tout à fait omniprésentes dans cette œuvre. C'est-à-dire que, selon la morale alchimique qui voit les choses à l'envers, notre nature humaine, c'est-à-dire là où nous sommes maintenant, c'est l'enfer, parce que l'homme est mauvais. Hein. L'homme se libère en laissant libre cours à toute sa liberté intérieure, en brisant tous les tabous, et donc en menant, si on veut d'une certaine façon, joyeuse vie, et il repart vers le futur étant de retrouver le Christ et de retrouver la liberté première. Voilà. Je voulais vous expliquer un petit peu ça, parce que je trouve qu'il est très important de voir à quel point la notion de chaos qui est exprimée par la musique chez Bosch peut être interprétée de deux façons opposées. Voilà. Bon, maintenant quelque chose d'un petit peu moins hermétique, justement. Hein. La musique populaire, la fête populaire, Bruegel. Bruegel qui est quelqu'un qui aimait ce genre de fête, qui aimait aller un petit peu dans les balles populaires. Et voilà. Regardez comme c'est beau, cette personne à droite là, qui arrive, hop, d'un seul tenant. Il y a une notion de vitesse dans ce tableau qui est tout à fait moderne, qui est tout à fait belle. Voilà. Alors, on a vu des concerts dans des lieux. On va maintenant voir un petit peu le concert comme scène de genre. La scène de genre, c'est ce qu'on appelle le bodegón, hein, ou la bambochade, il y a plusieurs mots. Restons français, un peintre censé s'appeler Bamboche aurait inventé le fait tout simplement de peindre les gens comme ils sont, dans des petits formats, avec un cadrage un peu serré, pour montrer un petit peu la vie, les métiers, les différentes occupations. Bon, on a ici un concert qui serait de Titien et de Giorgione. On peut penser que ces deux têtes-là seraient de Giorgione et celle-là serait de Titien. Alors, je vous parlais d'œuvre à clé. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il s'agit ici d'une allégorie. La différence entre une allégorie et un symbole, c'est que dans un symbole, il suffit d'ouvrir un livre et puis on a le sens qui tombe. Alors qu'une allégorie, il faut soi-même interpréter un petit peu. Alors, on peut y jouer un peu. Regardez. Cet homme joue du piano. Qu'est-ce qui se passe? On peut très bien imaginer que c'est le professeur de piano de ce jeune homme qui est habillé comme étaient habillés les aristocrates à l'époque. Bon. Et puis il y a un moine qui est peut-être le propriétaire du piano, peut-être qu'on est dans une église ou de l'harmonium, hein, qui arrive avec son instrument de musique, avec son violoncelle, pour se joindre à eux. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, il s'agit d'une représentation des trois âges de la vie. L'enfance, la maturité, la vieillesse. On passe de la forme à l'intériorité, hein, en passant par le travail. Troisième possibilité, il s'agirait non pas d'un jeune homme, mais d'une jeune fille. Ça va être à vous de décider, les amis. Voilà. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on a une allégorie morale entre d'un côté la sensualité et de l'autre côté la voie mystique. Voilà. Vous voyez comme c'est intéressant. Autre exemple, j'aime beaucoup ce peintre qui s'appelle Valentin de Boulogne, hein, surnommé le Valentin, qui était un peintre qui a vécu à Rome au début du XVIe siècle. Alors ça, c'est typiquement le genre d'œuvre qui peut être compris en pensant un petit peu au contexte. C'est un contexte de bohème, c'est-à-dire que les exilés français à l'époque à Rome étaient des gens qui étaient assez pauvres, étaient des gens qui fréquentaient les tavernes, étaient des gens qui avaient une vie dangereuse. D'ailleurs, certains
ont été victimes de bagarres dans lesquelles ils ont perdu un œil ou autre. Et donc, on a une ambiance comme ça, une ambiance de pauvreté lettrée, un peu sombre, un peu tragique. Hein. Pour la petite histoire, Valentin de Boulogne est mort très jeune d'hydrocution en voulant se rafraîchir dans une fontaine après une nuit de beuverie. Vous voyez, tout un programme. Bon, donc on a ces gens un peu interlopes, comme ça, regardez le regard formidable de cette femme, qui sont en train de jouer de la musique, mais ils font pas que jouer de la musique. Regardez, ils jouent de la musique, ils chantent, et puis lui est en train de se servir à boire, et lui est en train de boire. Bon, on a donc à manger, à boire, la musique. Et puis on est vraiment saisi dans l'instant. Regardez cet enfant qui chante là. Tout à fait admirable. On a vraiment une façon de secouer un petit peu le chaos de l'instant, l'absurdité de la vie, le chaos de la scène. Et pour finir, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que ce qui sert de table n'est autre qu'une pièce antique de pierre avec un bas-relief, et en fait n'est autre qu'un tombeau. Il s'agit de ce qu'on appelle une vanité. Tous les gens qui sont peints ici sont bien évidemment morts depuis longtemps, hein, et le peintre les saisit dans l'instant en leur disant « Attention, de toute façon, tout cela va finir par la mort. » Bon. On a des peintres français qui ont fait des bambochades très célèbres, hein, c'est-à-dire qui peignent vraiment la réalité telle qu'elle est. On pourrait dire qu'il s'agit presque d'une peinture de métier. On reverra ça tout à l'heure avec Chardin. Et nous avons ici Georges de Latour, hein, peintre lorrain, s'il en fut, de Lunéville. Et Latour qui nous peint donc un vielleur, c'est-à-dire un joueur de vielle. Hein. Les joueurs de vielle à l'époque étaient pour la plupart aveugles, c'est-à-dire que c'est vraiment le métier qu'on faisait quand on ne pouvait plus rien faire d'autre et qu'on ne voulait pas crever de faim et de froid. C'est des gens qui étaient sur la route, hein, et donc on a là un portrait tout à fait tragique et en même temps très théâtral, des petits rochers. Il est vraiment dans un atelier comme dans une scène de théâtre, hein. Et puis on a ici une petite mouche hyper réaliste qui est là le symbole de la vanité, comme on a vu avec le tombeau précédemment. Bon. On va retrouver notre ami, c'est-à-dire le même modèle, hein, le même modèle dans le même rôle, dans cette peinture peu connue et que je voulais vous montrer parce que je la trouve extraordinaire. Donc Georges de Latour, la rixe des musiciens. On retrouve ici le joueur de vielle, d'ailleurs il a ici sa vielle dans son étui, hein, et puis il est en train de se battre avec un autre personnage qui lui est un joueur d'instruments à vent, hein, une espèce de flûte, comme ça, de la clarinette de l'époque, et ils sont en train de s'en prendre aux mains. Lui a un couteau, et lui, regardez ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait drôle. Il presse un citron pour que le zeste de citron aille dans l'œil du joueur de vielle. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, beaucoup de joueurs de vielle étaient de faux aveugles. Voilà. Donc c'est tout à fait cocasse. On a ici sa femme qui est en train de prier, hein, parce que c'est vraiment une bagarre, je vous disais, c'est une époque assez violente. Hein. À l'époque, les bagarres, on pouvait rester sur le carreau. Et puis, on a ici les autres qui rigolent, qui se moquent d'eux. Hein. On a une espèce de cruauté terrible. Et en même temps d'amusement, vous savez, on est à l'époque baroque, hein. On est au début du XVIIe, époque de Louis XIII. On est avant l'humanisme. On est vraiment à une époque où il y a une espèce de, comment dire, vision un petit peu déterministe, un petit peu dramatique de la condition humaine qu'on voit bien dans ce tableau. Bon, pour finir notre problématique un petit peu de l'allégorie classique, hein, cette nature morte de Louis Bauguin, pour vous faire percevoir que ce thème de la musique est également lié à l'unité des sens. Vous savez, il y a un sens caché dans ces natures mortes. Un sens allégorique, comme toujours. Nous avons ici l'odorat, le goût, le toucher. Hein. Nous avons ici l'ouïe. Hein. Et ces 5 sens sont représentés à la quête de leur unité. Unité pourquoi? Tout simplement parce que il s'agit encore une fois d'une peinture d'érudit, hein, pour un public érudit, parce que ce qu'Aristote appelait le 6e sens, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé, le 6e sens, c'était ce sens supérieur qui apparaît quand nos 5 sens sont unis. On dirait aujourd'hui dans la méditation, ou ce genre de choses, par exemple. Ou alors, évidemment, dans la musique divine. Bon. Quelques scènes de concert
euh, la peinture de Vermeer est une peinture qui est extrêmement laïcisée, pourrait-on dire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que dans cet éternel dimanche, comme disait le philosophe Hegel, qui est la Hollande du XVIIe siècle. Bon, il faut le dire vite, parce qu'il y a eu des guerres contre l'Angleterre, la France, etc. Bref, mais disons contre cette recherche d'harmonie, l'harmonie n'est plus à l'église, hein, on est dans un monde en partie protestant, l'harmonie, elle est chez soi, dans son salon, hein, salon qui devient un salon de musique, où on retrouve l'harmonie entre la peinture, la musique. Alors, je voulais vous montrer ce tableau. On voit cette femme qui est probablement la femme de Vermeer, c'est celle qu'on voit dans tous ces tableaux, qui se retourne comme ça et qui nous regarde. Et ce qui est très, très drôle, c'est cette mise en abîme, parce que Vermeer habitait chez sa belle-mère. On connaît les tableaux qu'avait Madame Vermeer mère. Et donc, cette scène de bamboche, hein, qui est une scène de taverne, qui est un tableau hollandais, on va dire, de la génération précédente, qu'on voit au mur. C'est drôle. C'est comme si on passait, si vous voulez, du Valentin que je vous ai montré tout à l'heure à Vermeer. Voilà. Alors, la scène de concert intime de Vermeer que je préfère vraiment, c'est celle-ci. Et vous savez que je suis là aussi pour vous montrer des peintures que vous ne connaissez pas forcément. Donc, on a une composition en fenêtre ou en encadrement, hein, c'est-à-dire qu'on voit les choses de l'extérieur. Donc, le cadre du tableau est redoublé par cette fenêtre, puis on a à l'intérieur d'autres tableaux, etc. Bon. C'est l'instant décisif, comme souvent chez Vermeer. Elle vient de recevoir une lettre apportée par sa servante, qui en même temps apportait le linge. Elle était en train de jouer de la musique, hein, et alors il s'agit peut-être d'une lettre du mari parti à la guerre, hein, encore une fois, ces fameuses guerres contre l'Angleterre ou autres, que la Hollande va perdre d'ailleurs, ou peut-être de son amant, on ne sait pas. Mais alors ce qui est incroyable, c'est que c'est vu de la buanderie, vous voyez. Là, on a des torchons. Là, on a quand même ici des instruments de musique. Et puis, on a ici ce ballet, hein, complètement drôle. C'est-à-dire qu'on voit que l'imagination et la volonté de découverte du quotidien dans tous ces détails, regardez ces coulures, c'est quand même complètement incroyable, de Vermeer fait qu'il se permet là une mise en page tout à fait étonnante, tout à fait décoiffante. Bon. On arrive maintenant à l'époque rococo, c'est-à-dire qu'on a déjà pu voir avec Vermeer une certaine désacralisation, hein, de la notion de musique. On est bien loin des anges, du portail de la Vierge, de nos jolies cathédrales, de nos splendides cathédrales. Donc maintenant, on en arrive à quelque chose de beaucoup plus sociologique qui arrive avec l'humanisme, hein. Donc là, les gens vont être peints par des gens qui les aiment, qui aiment leur humanité, qui sourient, etc. Et donc, la musique fait partie des activités, fait partie aussi des métiers, ma foi, parce qu'on peut tout à fait faire une carrière de musicien. C'est l'époque de Rameau et autres. Bon, Chardin, peintre de cour, nous montre ce jeune musicien, vous voyez, hein, avec son violon. Voilà. Chardin, toujours, nous montre les instruments de musique. Et alors, on peut noter là que l'intérêt de la chose n'est plus de nous parler du sens de la vie par une allégorie un petit peu mystérieuse, ayant rapport avec les cinq sens ou autres, mais est plutôt de nous montrer la douceur, tout simplement, la douceur réelle, concrète, que la peinture peut chanter, hein, avec ces petits reflets, avec la manière dont le papier blanc déchiré, regardez, est peint avec amour, le ruban de soie autour du luth. Hein, voilà, il s'agit tout à fait d'une nature morte dans le sens moderne, c'est-à-dire il n'y a plus à chercher d'allégorie, les objets sont simplement là pour leur intérêt, comme on dirait aujourd'hui, plastique. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Bon. Alors, tout de même, l'aspect allégorique ressurgit. Ce sont les fêtes galantes, hein, vous savez, les très beaux poèmes de Verlaine. Verlaine qui ne s'y trompait pas et qui voyait déjà dans les fêtes galantes quelque chose de désuet et d'un peu vintage, ce qui était déjà le cas à l'époque de Watteau. Hein. Fête de l'amour, Verlaine, je fais toujours ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et qui m'aime et que j'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Voilà. Tiré des fêtes galantes. Bon, vous pouvez applaudir. Non, je plaisante. Bon.
Continuons. Donc, ce personnage s'appelle Medzetin. Et il est peint par Antonin Watteau, parce qu'il faut vous dire que la musique, ma foi, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Et qu'il y a eu des intégristes et des puritains à chaque époque. Je m'explique. Les musiciens italiens, vous savez, la Commedia dell'arte avait un grand succès à l'époque de Marie de Médicis d'abord, et puis ensuite à l'époque d'Henri III, François Ier, etc. À l'époque de Louis XIII, pendant la jeunesse de Louis XIV, Molière aussi les aimait beaucoup et tout ça. Et puis quand Louis XIV est devenu un dévot, hop, en 1689, ils ont été fichus dehors du royaume avec une interdiction stricte de revenir en France. Bon, c'était bien triste. Et puis, après la mort de Louis XIV, qui a vécu très vieux, comme vous savez, lors de la régence du Philippe du Dauphin, Philippe d'Orléans, enfin de Philippe d'Orléans, bref, ils ont pu revenir, et est revenu notamment ce personnage de l'amoureux éternellement éconduit, hein, le valet amoureux, qui est le personnage de Medzetin, et qui avait été un personnage très très important avant l'exil dont je viens de vous parler. Donc, Watteau, qui encore une fois cherche une grande nostalgie d'une époque classique disparue dans ses fêtes galantes, va peindre Medzetin, hein, avec toute cette espèce de flou formidable, ce sens des brillances des soies et ces poses théâtrales qui caractérisent son art. Voilà. Encore deux choses. D'abord, il ne s'agit pas d'un acteur jouant Medzetin, mais il s'agit d'un modèle. Mais dans d'autres toiles de Watteau, il peint carrément les acteurs dans leur rôle. Et enfin, dernière chose, par rapport au poème que je vous ai récité, vous avez ici un buste de Vénus, qui bien évidemment tourne le dos au pauvre Medzetin. Bon, donc la musique devient souvent prétexte à des ambiances un peu vintage, un peu démodées, disons. Bon, le mot vintage, j'ai quand même un peu exagéré. Un peu démodé, un peu suranné. Hein. C'est la nostalgie romantique, c'est le romantisme dans sa première phase, c'est-à-dire le romantisme de Lamartine, de Chateaubriand, de Hugo, hein, ce romantisme qui rêve du Moyen-Âge, qui rêve de l'Antiquité, qui rêve de l'immortalité des formes, des mélodies populaires, etc., pour contrecarrer cet horrible progrès de la première révolution industrielle qui arrive à grands pas et à grandes roues dentées. Bon, Corot nous peint ici une joueuse de mandoline, il va en faire plein des joueuses de mandoline, il y en a plein. Un grand fra aussi, voilà. Et j'aime beaucoup celle-là parce qu'on est déjà tout à fait dans la modernité de Corot. Je m'explique. C'est brossé très vite. Hein, on a là une peinture avec beaucoup d'alcool. Vous voyez, on voit la toile à travers. Donc peu d'essence. Pardon, avec beaucoup d'essence, peu d'huile. Hein. Et puis on voit ici les coups de brosse très rapides. Hein. On est vraiment dans un décor de théâtre. Hein. Il ne prend même pas vraiment la peine à ce que ça soit réaliste. Hein. Un goût pour les... Bon, déjà en extérieur, une table avec une nappe, ça ferait un petit peu étrange. Hein. Voilà, un goût pour les motifs comme ça, brossé très vite. On voit qu'il a bien aimé Rembrandt, par exemple. Hein. La rapidité de la brosse, tac. Et puis ce goût pour ces couleurs perlées, un peu laiteuses, magnifiques, typiques de Corot. Hein. Très beau visage de modèle, évidemment, déguisé un petit peu à l'orientale ou à la méditerranéenne, hein, c'est peut-être une sicilienne, une corse ou une turque ou que sais-je, hein, qui est en train de jouer comme ça un petit peu de son instrument de musique traditionnel et de chanter un air immémorial, voilà, qu'elle tient de sa famille, de sa culture, etc. Voilà, très beau rêve romantique. Bon, romantique versus réalisme. Il faut savoir que l'envers du romantisme et donc de ce rêve, hein, c'est la volonté de revenir au concret, de revenir au réel des réalistes. Le créateur du réalisme, hein, on peut dire presque le créateur du mot, même si c'est bien évidemment toujours défendu de l'être, ça marche toujours comme ça, c'est Gustave Courbet, notre bon Gustave Courbet de la Franche-Comté, pas très loin d'ici. Bon, Courbet nous montre justement un après-dîner à Ornans, et cette toile qui est moins connue que l'enterrement à Ornans ou que l'atelier est une toile que j'ai toujours adorée. Bon, déjà c'est une grande toile. Il faut imaginer que là elle est à peu près grandeur nature.
hein. Et puis, il s'agit vraiment d'un moment de tranquillité, de repos, d'harmonie, qui résout une des grandes questions de la peinture et qui hante toute la peinture de Courbet. Vous savez qu'on est à l'époque de la photo déjà. C'est comment faire passer un tableau qui est immobile. Eh bien, une des réponses les plus simples, c'est qu'on va peindre des choses immobiles. C'est ce qu'on appelle l'absorption. C'est-à-dire que Courbet va peindre beaucoup de gens en train de sommeiller, de dormir, de faire la sieste, de se reposer, d'être immobilisé dans un baiser, dans un geste, etc. C'est une forme de réalisme pour résoudre, encore une fois, la question du mouvement. Parce que peindre des gens en plein mouvement, hein, il pourrait s'agir justement, on va dire, de la grandiloquence classique que le réalisme veut détruire. Bon. Le réalisme, c'est peindre ce qui est en vrai, c'est-à-dire les choses concrètes, c'est-à-dire la cheminée éteinte, par exemple, avec la casquette là, et la peindre au format d'une peinture d'histoire ou d'une peinture mythologique, ce qui n'avait jamais été fait à l'époque. Regardez la science des gris de notre ami Courbet, hein, absolument magnifique. On n'a que des gris, des teintes un peu ivoire, des bruns, hein. Le réalisme, le vin blanc, qui tuera Courbet, soit dit en passant, mais ça c'est une autre affaire. L'homme qui bourre sa pipe avec le tison de la cheminée qui est derrière. Le gros chien de chasse qui dort, hein, c'est un milieu de chasseurs. Et puis l'ami qui joue du violon, et tout le monde écoute le violon, sauf peut-être ce personnage qui se serait endormi. Bon. Pour finir, le réalisme, donc vous avez compris qu'on participait complètement de l'œuvre, hein. Vous et moi, on est complètement là, à Ornans, en train d'écouter le violon. Le réalisme, c'est de peindre des gens qu'on connaît, et on a ici bien évidemment un autoportrait de Courbet, avec sa magnifique barbe, et on a ici un portrait de son père, avec son nez comme ça, qu'on reconnaît tout à fait, qu'on retrouvera dans l'enterrement à Ornans. Voilà. Oups. Bon. Romantisme, musique. Donc le romantisme, c'est l'idolâtrerie, ou du moins le culte, soyons sympas, le culte du héros romantique. Parce que le paradoxe du romantisme, c'est que pour retrouver l'infini et l'harmonie sublime et mystique du cosmos, on est obligé de passer par l'ego, par l'individualité, la singularité de certains individus. C'est le grand paradoxe du romantisme, et qui explique que dans les avant-gardes ultérieures, dont je vous parlerai la prochaine fois, on court désespérément à travers un langage universel pour échapper justement à cet aspect égotique, donc paranoïaque quelque part, donc douloureux, de l'ego romantique. Voilà. Hector Berlioz, tel qu'en lui-même, peint par notre ami Eugène Delacroix, hein, très très beau tableau. Donc tout est noir, le fond est noir, un petit peu à la façon des portraits de Titien qu'on a vus tout à l'heure, mais on a un léger flou, hein, on est encore une fois à l'époque romantique, et Delacroix fait partie de ces peintres modernes qui peignent l'espace entre le regard et le sujet, hein, d'où les effets de masse et les effets de flou. Et puis surtout, ce qui est bien évidemment le thème du tableau, l'intériorité, hein, c'est-à-dire, regardez, ce fameux Berlioz qui a tenté de se suicider à l'opium, Berlioz qui a eu des visions de cauchemar, Berlioz qui a composé la symphonie fantastique. Voilà. Donc, on a tout Berlioz, si vous voulez, dans ce magnifique portrait de Delacroix avec son fond complètement sombre, son fond d'abîme, comme une apparition. Voilà. Bon, j'ai trouvé très amusant pour vous montrer la distinction entre romantique et néoclassique, de vous montrer deux portraits et une photo de Niccolò Paganini, qui était un grand virtuose de l'époque, hein, et qui était un personnage, parce que dans l'ego romantique, justement, il y a déjà cette notion un petit peu de vedette, de star, hein, qui est une notion qui, à l'époque de Molière, aurait
paru dans cette version-là complètement impensable. Hein. Et là, on a vraiment l'apparition de ces phénomènes de gens qui sont des espèces d'idoles ou comme ça, de vedettes internationales qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont très connus à un moment, puis qui après disparaissent. Bon. Et en général, ces gens sont des gens évidemment très singuliers et hors du commun. Or, notre ami Paganini était un des plus grands virtuoses, c'était presque une bête de foire, du violon de son époque, vu qu'il composait des airs que lui seul était capable de jouer. C'était un peu le Frank Zappa avec sa guitare du violon de l'époque. Bon. Donc Paganini est décrit par les textes, notamment par les frères Goncourt et autres, comme une espèce de grande ficelle, quelqu'un d'extrêmement grand et mince, absolument souple, toujours avec une très très mauvaise mine, un peu jaune comme ça, et on savait jamais s'il allait arriver au bout du concert, tellement il bougeait dans tous les sens et tellement il avait l'air fragile et souple comme une liane. Bon, donc on voit ici tout à fait l'image de Delacroix qui reprend tout à fait ça et qui nous montre la singularité du personnage, qu'il exagère, hein, et à l'époque la photographie existe déjà et Delacroix s'inspire de photographies de Paganini. Alors c'est très bizarre, c'est très intéressant, parce qu'on va voir à quel point l'image qu'on lègue à la postérité d'un individu peut être un choix. Bon, soit dit en passant, il commence à faire mauvais temps pour la peinture figurative, parce qu'à partir du moment, comme dirait Régis Debray, à partir du moment où un médium nouveau, comme la photographie, arrive et fait plus vite, moins cher et mieux, d'une certaine façon, en aplatissant tout, bien sûr. Ce que la peinture faisait, eh ben bon, l'impressionnisme n'est pas loin, hein, le réalisme à la Courbet va être dépassé. Bon, le réalisme à la Courbet et le réalisme à la Ingres. Mais là, il s'agit de néoclassicisme. Et c'est très amusant, parce qu'on a une autre version de notre ami Niccolò, c'est-à-dire, au fond, une autre version de la musique. Hein, et je finirai là-dessus. Bon. On a vu la musique romantique, c'est-à-dire ce personnage dans une espèce de transe, cette espèce de Mick Jagger, vous voyez, sur scène comme ça avec son violon. Bon, cette espèce de liane folle qui était Paganini. Et là, on a au contraire le portrait ingresque. Ingres est quelqu'un qui faisait beaucoup de portraits. Déjà tout simplement parce que, enfin beaucoup de portraits même graphiques, déjà tout simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher que de faire de la peinture à l'huile. C'est beaucoup plus facile de trouver des acheteurs. Et comme Ingres est quelqu'un qui savait mener son commerce, ça permet plus facilement de gagner des sous. Bon. De plus, Ingres étant un néoclassique, pour lui, la peinture, c'est juste remplir de couleurs un dessin qui se veut parfait. Donc, il y a une espèce de procédure. On prend rendez-vous, on vient poser des matinées entières. Et l'ami Ingres nous fait un dessin magnifique à la pierre noire, à la mine de plomb, au crayon gras, etc. Bon, vous voyez que c'est pas du tout le même personnage, et pourtant c'est absolument le même. Et si vous regardez sur Google les photos de Paganini, à certains moments, il est comme ça. C'est-à-dire quand il n'est pas en transe, justement, quand il n'est pas pris par la musique. Il a cet air totalement sage. C'est comme si Ingres nous disait, vous voyez, la musique c'est ça. La musique c'est l'équilibre classique. Or, Delacroix, bien sûr, nous a dit tout à fait l'inverse juste avant. Bon. Alors, on termine sur cet autre grand génie romantique qui va servir, on va dire, de pont entre cette conférence et la prochaine. Hein. Il s'agit assez bizarrement d'une peinture de Jean Renoir et d'une peinture peu connue. Pardon, d'Auguste Renoir. D'une peinture d'Auguste Renoir et d'une peinture assez peu connue qui représente Wagner. Parce qu'à l'époque, Wagner qui est un personnage formidable, Wagner qui est quelqu'un qui est un ami de Nietzsche, qui est un ami de Bakounine aussi, qui est un anarchiste, qui est un petit peu, on va dire, écolo avant l'heure, etc., qui veut ressusciter toute la grande mythologie celtique, etc., etc., et puis surtout qui veut créer un art total sublime et qui est un musicien totalement génial. Wagner passe à Paris, et donc partout où il passe, c'est un événement formidable. Et il y a un Lohengrin, notamment à Paris, il y aura un vaisseau fantôme à Paris, que tout le monde va voir, des gens comme Baudelaire, comme Maupassant, tout ce que vous voulez, tout le monde va voir, et tout le monde est vraiment percuté par ce Wagner. Voilà. Donc là, on a le génie romantique.
Et ce qui est, ma foi, assez drôle, c'est le contraste entre le style de Renoir, quand même, qui est plus un style qui se prête à peindre des enfants jouant du piano, des petites sonates, ou des jeunes femmes nues au bord de la Marne, plutôt que de peindre un génie comme ça, totalement sublime, comme Wagner, ce qui fait l'aspect un petit peu ambivalent et, ma foi, peut-être pas tout à fait convaincant de ce tableau. Bon, je vous remercie pour votre patience. Et je vous remercie pour avoir visionné cette drôle de conférence. Hein. J'espère vous retrouver en vrai bientôt. Mais avant, nous aurons le second volet. Je vous remercie. Bonne fin de journée à tous.